Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mars. Il est bientôt 14h30 et je vous amène au Trinquet du Parc-Beaumont où le club Pommes de Navarre va nous présenter le jeu de pommes et également nous proposer d'y jouer. Les portes ne sont pas encore ouvertes, mais le rendez-vous est à 14h30. Nous attendons maintenant l'arrivée des membres du club qui vont nous ouvrir les portes du Trinquet. Allez, suivons. Allez, entrons. On peut assister au parti. Je vais vous montrer le cours. Voici ici où on peut assister au parti. Et ici le clubhouse où les personnes peuvent également assister au parti en étant protégées. Et en haut, la tribune également où on peut assister au parti. Le filet vient d'être mis en place. Voici le clubhouse. On est dans le jeu de pommes de Pau. Comme vous voyez l'inscription sur le fronton, il a été construit en 1887. En 1887, grâce à une souscription lancée par notamment un Anglais qui a été le premier président du jeu de pommes, puisque le jeu de pommes était un jeu qui se pratiquait encore beaucoup en Angleterre. Pau étant à la fin du XIXe siècle un lieu de villégiature qui a reçu beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains. Notamment, ils sont venus s'installer pour la chasse. Ils ont fait de Pau un lieu de villégiature. Et pour agrémenter leurs loisirs, ils ont décidé, parce qu'un Américain s'appelait Norman Prince, bien connu, la Villa Prince, voilà, possédait un jeu de pommes aux États-Unis, et ils ont eu l'idée, pour améliorer leurs conditions de vie, leur way of life, agrémenter leurs loisirs, de construire un jeu de pommes. Alors, il y a une souscription qui a été lancée, et la concession du terrain a été cédée par la mairie à cette association. Et ils ont édifié ce jeu de pommes et ils ont eu la jouissance et l'exploitation pendant 30 ans jusqu'à ce que le bâtiment revienne à la mairie. Voilà, ça c'est la première histoire. Pourquoi un jeu de pommes ici? Parce qu'auparavant il y avait un jeu de pommes dans le château de Pau. Qui dans les coursives, vous voyez. Quand vous passez le pont pour entrer dans le château, il se trouvait à droite, là où se trouvent des bâtiments qui étaient des hangars. Voilà, des hangars, mais il se trouvait là. Il se trouvait là, de tout temps, parce que Henri IV était un joueur de pommes absolument fervent, un très très bon joueur de pommes. Voilà, donc le jeu de pommes est intimement lié, on peut dire, à l'histoire de Pau, à Henri IV et ensuite aux Anglais qui ont repris en quelque sorte le flambeau. Voilà. Donc le jeu de pommes étant extrêmement extrêmement joué, au point qu'au XVIIe siècle, il a fallu une ordonnance royale pour interdire la pratique du jeu de pommes les jours de la semaine. Voilà, oui, parce que les gens pensaient peut-être plus à jouer, à se divertir qu'à travailler. Voilà. Et donc, le lendemain de son accession au trône de France, quand il est arrivé, il a pris Paris, le lendemain, le roi Henri IV est allé jouer à la pomme. C'était une façon de montrer
qu'il était un homme, c'est l'expression de sa virilité, mais également un acte politique à l'égard des Parisiens pour non seulement montrer sa force virile, mais également qu'il était près de son peuple. Très voilà, bien. donc c'était une opération de communication. C'est une opération à la paume. On jouait à la main, Manu, dans les rues. Ouais. On le pratiquait beaucoup en Italie. Voilà. Et il a été récupéré, c'est un joli mot, mais enfin, il a été, les nobles s'y sont intéressés, on commençait à y jouer. Oui. Et pour ne pas abîmer leurs moyens, même, ils ont pu y jouer avec des raquettes. D'accord. Voilà. Mais quand on parle de jeu de paume dans les écrits moyenâgeux, Ouais. ça peut Recouvrir beaucoup de choses. énormément de notions. En fait, il a codifié les premières règles, hein, parce que c'était... il y avait des variantes de jeux de paume partout. Chacun devait faire sa petite règle, voilà. Chacun avait selon ses les règles. régions, d'accord. Et on a commencé sous Henri IV, et c'est lui qui est à l'initiative un peu de la codification des règles du jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de paume, en fait, c'est la reproduction d'une rue du Moyen-Âge, en fait. Oui. C'est-à-dire que on jouait dans les ruelles au Moyen-Âge, la balle rebondissait sur les échoppes des commerces, voilà, qui étaient adossés de part et d'autre. Donc, vous voyez à peu près la dimension du jeu de paume. Les galeries sont matérialisées, ces galeries de marchands donc, sont matérialisées par des galeries sur le côté. D'accord. Voilà. Les infractuosités du mur sont reproduites. Les murs sont reproduits parce que vous avez un pan coupé au fond. Oui. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle à gauche une grille, c'est la reproduction d'une fenêtre au Moyen-Âge. Voilà. Et là également, nous avons des galeries, c'est la reproduction des bombes traditionnelles. On a ici, le jeu a été pratiqué jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il est tombé totalement en désuétude. Et il a été transformé, ce lieu. Alors, excusez-moi. L'invention du caoutchouc qui a permis de jouer avec une balle qui rebondit sur herbe. Cette balle ne rebondit pas sur herbe. Ok. Traditionnellement, ce sont des balles qu'on continue à jouer, qui sont faites à la main. C'est pas du caoutchouc. C'est pas du caoutchouc, celle-là. Il y a à l'intérieur, traditionnellement, il y avait un morceau de pierre qu'on recouvrait d'un chiffon, parce qu'on n'avait pas les moyens, et on recouvrait l'ensemble d'un morceau de tissu, de la feutrine, et qu'on recousait à la main. Vous voyez, c'est cousu à la main. Ah, d'accord. Voilà. On a remplacé, pour que ce soit moins dangereux, on a remplacé la pierre pendant que le vainqueur faisait le tour et épatait la galerie. D'accord. Voilà. Il y avait une galerie, c'est ce qu'on appelle les spectateurs maintenant. Voilà. Et en haut également, il y a une galerie, le mot français, le tripot, qui est un lieu de vidéo. Des tripots, on a souvent transformé les jeux de paume en cours. Il y avait beaucoup de paris organisés, et on a retrouvé dans les archives des notes de jeu d'Henri IV, par exemple. Les pamiers étant celui qui s'occupait de l'administration et de la gestion du jeu de paume. Et son rôle principal, le maître pommier, c'était de faire des balles. Voilà. C'est lui qui les faisait à la main. On continue à appeler celui qui s'occupe du jeu de paume et qui fait des balles, un maître pommier. Et ses enfants étaient les enfants de la balle, puisque c'était... voilà. Et on a utilisé cette expression pour les troupes de théâtre qui venaient. Ils sont devenus les enfants de la balle parce qu'ils se produisaient aussi énormément dans les jeux de paume, ou les jeux de paume transformés en salle de théâtre. Anton Court, un magnifique jeu de paume sur lequel on peut encore jouer. De même, Henri IV a construit un jeu de paume au château de Fontainebleau qui est toujours en activité. Il se trouve, le château le jeu de paume se trouve ni plus ni moins que dans la cour d'honneur du château de Fontainebleau. Quand vous regardez la cour d'honneur en face avec l'escalier à double révolution, l'entrée se situe vers une petite porte qui est située à gauche, qui est celui de l'abbatiale de Clarence,
au Pays Basque. Mais c'est un tout petit jeu de paume. Pourquoi? Parce qu'on y joue à la paume. Ok. Il est très vieux, c'est le plus vieux jeu de paume du monde, puisqu'il a été initié en 1512. Voilà. Celui d'Henri IV en 1610, un petit peu avant sa mort. Celui-là en 1887. Celui de Paris en 1889, dans la rue, située rue Lauriston. Voilà. On trouve d'anciens jeux de paume, mais qui sont à l'état de ruine mal conservés. Il y en a un à Chinon, racheté par le président du club. Le but est de le remettre en activité. Il y a un autre jeu de paume là, qui va être dont on va reconstruire le 3 dans un très beau château, je ne me rappelle plus le nom, mais qui se trouve dans la Drôme. C'est la propriété du conseil général, du conseil départemental de la Drôme. Voilà. Plus difficile, je dirais même qu'au tennis, parce que les balles ne rebondissent pas. Il n'y a pas de rebond. Hein. D'accord, oui. Il n'y a pas de rebond. Effectivement, il n'y a aucun rebond. C'est un frein, ça. Donc, pour récupérer la balle, qu'est-ce qui fait le... La balle à la volée. Voilà. Alors maintenant, l'explication, vous avez l'explication de la forme de la raquette. Ah oui, voilà, elle est asymétrique. Tout à fait. Vous voyez, elle est une raquette de tennis, elle est complètement symétrique. Hein. Absolument. Alors, elle est asymétrique. Elle est en quelque sorte coupée au bas. Pourquoi? C'est pour permettre de rattraper la balle le plus bas possible. Ok, de frôler le sol. Donc, sans abîmer la raquette. Si vous jouez là, vous êtes plus haut que si vous jouez là. Donc c'est pour ça. Et donc, on rattrape très facilement au jeu de paume des balles qui sont très basses à partir du moment où elles sont à cette hauteur, on peut les rattraper. Absolument, voilà. C'est bien ça. Parce que c'est à peu près le même poids qu'une raquette de tennis, mais c'est tendu. C'est ce qui fait là. C'est très tendu, les cordes sont très tendues. Les cordes, c'est au moins 40 kilos. Ah oui, d'accord. C'est du bois. Hein. C'est trop très Et donc, c'est ce qui fait, vous voyez, regardez, si je mets... Voilà. D'accord. Et donc, c'est ce qui fait le rebond, en fait. Absolument, Quand c'est une surface. La balle fait ce mouvement, et donc quand elle va tomber, elle va s'écraser, elle va ralentir. Voilà. Sinon, si vous faites une balle qui est liftée, elle a ce mouvement-là, elle va rebondir sur le mur très haut et elle sera une balle facile à rattraper. Voilà. C'est pour ça que toutes les balles, tous les coups sont slicés de côté. En fait, c'est très travaillé. Quoi. Voilà. C'est du boyau. Non, là c'est devenu, on utilise des boyaux spéciaux, mais synthétiques. Hein. Ça n'existe plus le boyau. Oui, comme maintenant pour le tennis. Pour le tennis, pareil. Elles sont toutes faites à la main. Elles sont faites, celle-là est faite à Cambridge. Oui. Voilà, c'est le plus grand, le meilleur fabricant est anglais. Voilà. Alors, comme c'est le cas de celle-ci maintenant, il suffit de découdre et de recoudre. Voilà, mais au départ, la balle coûte 30. Oui. Quand vous ne refaites que la feutrine, c'est cousu, elle coûte 15 €. Voici la balle. En double ou en simple, pareil. C'est les mêmes règles. 15, 30, 40. Pareil. Non, je sais pas. Peut-être plus lourd, mais plus élastique. Oui, c'est plus lourd. Jusqu'à l'arrivée de la... C'est comment était avant le jeu de paume. La galerie arrive là. Et vous avez une galerie, deux galeries, et la troisième galerie, elle était... Le sol du jeu de paume était en carreau. Et une troisième galerie en face. Ah bon, oui, il y a trois galeries. Il y avait en face une galerie. Vous voyez, en fait, il n'est pas là. Et également sur le côté. Il est avancé là où il y a le tennis. La balle revient toujours. La particularité de ce jeu, c'est que tactiquement, vous êtes, votre handicap est différent de l'endroit où vous jouez. D'accord. On sert toujours de ce côté-là. Ouais. C'est-à-dire à gauche? De ce côté-là, avec le mur de galerie derrière. Voilà. La balle, au premier service, doit rebondir obligatoirement sur le Au tennis, un carré de service qui est matérialisé. Vous voyez la ligne blanche là. Ouais. Ben, c'est pareil, c'est comme au tennis, on l'a conservé. C'est le carré de service. Attendez, alors, est-ce que c'est la première ligne blanche ou celle du fond? Non, vous doit tomber juste après le filet. Après le filet. Non. Je vais vous donner un exemple avec la chasse. En fait, c'est un point neutre.
Et le jeu de pomme est un jeu de gagne-terrain. Voilà. L'expression qui va à la chasse perd sa place ne vient pas du chasseur classique, mais de la chasse au jeu de pomme. On apprend beaucoup de dictons. Oui, non, mais je pourrais vous en citer plein qui viennent. Il y a une porte normalement. Ah ouais. Et ça, c'est ça le chassé-croisé. Oui, c'est formidable ça. C'est le chassé-croisé. C'est formidable. Les dictons. Là, de séparation était matérialisée non pas par un fil, mais par une corde. Directement dans la grille. Si le joueur ici, et vous marquez directement le point. Donc, quand vous êtes au fond, il faut protéger absolument la grille du fond. Quand vous devez la rattraper au premier moment. Quand vous êtes de ce côté, par exemple, elle tape là, et vous devez la rattraper immédiatement. Si vous n'arrivez pas à la rattraper au premier moment, elle fait deux rebonds. Vous allez marquer une chasse au deuxième endroit. C'est un point neutre. Vous allez. Si la tasse fait une deuxième chasse, donc 12, vous tournez. On ne tourne pas à chaque jeu. Il faut obligatoirement que le premier rebond se fasse là, mais que le deuxième rebond se fasse là obligatoirement. Et donc, c'est un jeu de gagne-terrain. C'est un second rebond là. Et là, c'est ce qu'on appelle une chasse-pique. Une chasse-pique. Oui, il y a une expression d'offrir à pique. C'est coursif. Sur le côté, ça représente une rue. Il y en avait avant au fond. Et également ici. Et le sol était en dallage. En dalle. Les douches. Douche et lavabo. Ici le vestiaire. Le tennis à l'extérieur. Une balle de pelote basque. Et par moment. Dans ces cas-là, mais c'est vrai, on va trouver quelqu'un, parce que vu que ça donne de l'autre côté, bon bah, Voici l'ancien jeu de pommes de peau du temps des Anglais. Voilà, c'était ma vidéo de ce samedi 9 mars pour vous permettre d'assister à la présentation du jeu de pommes. Et je vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt.